Quelque chose clochait ce matin-là. Raphaël l'a senti dès qu'il a franchi les grilles du cimetière du Père-Lachaise. Le vent soufflait plus froid que les autres années et les arbres semblaient se pencher sur les tombes, comme s'ils gardaient un secret. Il marchait d'un pas ferme, son manteau sombre flottant autour de son corps mince et contenu, les mains enfoncées dans les poches, comme quelqu'un qui tente de préserver une certaine dignité face au froid et au temps. Cela avait toujours été ainsi. Arriver, s'arrêter devant la stèle de marbre, allumer une bougie et repartir sans dire un mot. Julie était partie il y a 5 ans, et depuis, Raphaël avait transformé le manque en routine. Il ne pleurait pas, n'en parlait pas, ne permettait à personne de la mentionner, se contentant d'accomplir ce rituel annuel comme un homme qui porte une dette éternelle, mais n'a pas le courage de la régler. Ce jour-là, cependant, quelque chose l'arrêta avant même d'atteindre la tombe. Il y avait une petite silhouette recroquevillée sur le marbre froid. Un gamin allongé sur la tombe de Julie. Raphaël s'arrêta. Son cœur se serra dans sa poitrine, mais son visage resta impassible. Il observa le corps chétif couvert d'une couverture sale et déchirée, les pieds nus, les épaules tremblantes au rythme du vent. Et puis il vit ce que le garçon tenait fermement contre sa poitrine, une photographie froissée, délavée mais reconnaissable entre toutes. Julie. Elle souriait sur l'image. Elle était agenouillée, les bras autour de ce même garçon qui dormait maintenant sur sa tombe. Pendant un instant, Raphaël ne sut pas si c'était réel. Son regard oscillait entre la photographie et l'inscription sur la pierre. La même femme, la même tombe et une présence qui n'aurait jamais dû être là. Il s'approcha en silence. Le bruit de ses pas, écrasant le gravier humide, attira l'attention du garçon, qui ouvrit lentement les yeux. Des yeux sombres, profonds, sans éclat, sans peur, sans espoir. Raphaël s'accroupit avec prudence. « Tu t'es trompé de tombe », dit-il, essayant de garder un ton calme. Le garçon ne répondit pas. Il serra encore plus la photo contre sa poitrine et murmura d'une voix rauque. « Pardon, maman. » Le temps sembla s'arrêter. Le vent cessa, le cimetière entier se tut. Raphaël fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Le garçon détourna le regard, pinçant ses lèvres gercées. « Pardon, maman, je ne devrais pas dormir ici. » L'homme sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cela n'avait aucun sens. « Qui es-tu ?»« Pierre, » répondit-il presque dans un murmure. Raphaël tendit la main pour prendre la photographie. Le garçon hésita, résista mais finit par la lâcher. Et là, en regardant cette image pour la première fois, Raphaël sentit l'air abandonner ses poumons. C'était Julie, sans aucun doute. Et le garçon à côté d'elle était le même qui se tenait maintenant devant lui, tremblant de froid. « Où as-tu trouvé cette photo ?» demanda-t-il plus fermement. « Elle me l'a donnée. » Les mots frappèrent Raphaël comme un coup sec. Julie était enterrée depuis 5 ans. Comment ce garçon pouvait-il l'avoir connue? Comment pouvait-il dire qu'elle lui avait donné cette photographie? « Elle était ta mère ?» Pierre hocha la tête. « Elle venait me voir au foyer. » L'esprit de Raphaël s'emballa. Un foyer, Julie. Jamais en toutes ces années de mariage, elle n'en avait soufflé mot. Jamais elle n'avait parlé de visite, d'adoption, d'enfant. Et même si elle l'avait fait, il l'aurait entendu. Le garçon tremblait, les mains rouges de froid, les lèvres fendues. Raphaël, par instinct, retira son manteau et en enveloppa le petit corps devant lui. « Depuis combien de temps es-tu ici ?»« Je ne sais pas. » Raphaël se leva, regarda le ciel gris, puis le garçon, puis le nom de Julie gravé dans la pierre. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que quelque chose en lui commençait à se fissurer. La douleur était ancienne, mais le silence l'était peut-être encore plus. Julie avait un secret et il était là devant lui, le visage appuyé contre la pierre froide et une photographie serrée contre sa poitrine. L'intérieur de la voiture était plongé dans un silence pesant. Raphaël conduisait, les mains fermes sur le volant, mais son regard allait et venait vers le rétroviseur, où le reflet de Pierre semblait déplacé. Un garçon trop petit, trop silencieux, assis sur la banquette arrière d'une voiture qui semblait trop grande pour eux deux. Le chauffage était allumé, mais Pierre tremblait toujours. Ce n'était pas seulement le froid. C'était quelque chose que Raphaël connaissait bien, le genre de tremblement que les couvertures ne peuvent apaiser, celui qui naît de l'abandon. Pendant le trajet,
Le garçon ne posa aucune question, se contentant de fixer la fenêtre, comme s'il s'attendait à se réveiller d'un rêve confus. Raphaël, quant à lui, avait l'esprit en ébullition. Chaque fois qu'il regardait la photographie toujours serrée dans les mains du garçon, il sentait son estomac se nouer. Julie y souriait. Un vrai sourire, pas celui qu'elle affichait sur les photos de soirées mondaines. C'était le genre d'expression qu'elle utilisait quand elle était en paix. Et elle était avec ce garçon. Il ne pouvait accepter cela sans réponse. « Comment es-tu arrivé jusqu'au cimetière ?» demanda-t-il, brisant le silence. Pierre mit quelques secondes à répondre. « J'ai marché. »« D'où ?»« Du foyer. » Raphaël fronça les sourcils. « Et comment savais-tu où elle était enterrée ?» Le garçon serra ses genoux, recroquevillé sur la banquette arrière. « Un jour, je l'ai suivie. J'ai vu quand elle est entrée là. »« Tu as suivi Julie ?»« Oui. Elle venait me voir au foyer, m'apporter des bonbons, me raconter des histoires, mais elle ne me laissait jamais l'accompagner. » Raphaël sentit sa poitrine se serrer. L'image de Julie marchant seule jusqu'à ce cimetière, sans qu'il ne sache rien, le frappa comme un coup de poignard. Avait-elle une vie parallèle? Des secrets? Ou n'avait-il simplement jamais voulu voir? Il gara la voiture devant l'hôtel le plus proche. Il ne voulait pas l'emmener chez lui. Pas encore. Rien de tout cela n'avait de sens. Pierre hésita à sortir de la voiture. Quand Raphaël fit mine de prendre la photographie, le garçon la serra fort. « Vous allez me l'enlever ?»« Non, » répondit-il épuisé. « Tu peux la garder. » Une fois dans la chambre, Raphaël vit le garçon se recroqueviller dans un fauteuil, comme s'il était habitué à ne pas prendre de place. C'était étrange. Il ne demandait pas à manger, ne demandait pas où il était. Il ne disait pas s'il voulait dormir ou non. Il existait juste en silence. Ce silence commençait à l'inquiéter plus que n'importe quel mot. Raphaël le regarda pendant quelques secondes, puis se leva. « Demain, je vais au foyer. Je veux savoir exactement qui tu es et ce que Julie faisait là-bas. » Le lendemain matin, le soleil avait à peine percé le ciel que Raphaël se gara devant le portail rouillé du foyer Saint-Antoine, dans une banlieue défavorisée de Paris. Le bâtiment était simple, avec des murs de briques écaillées et un petit jardin mal entretenu devant. Ce n'était pas le genre d'endroit que Julie fréquenterait, ou du moins pas le genre d'endroit qu'il pensait qu'elle fréquenterait. Pierre marchait à ses côtés, tête baissée, serrant la photographie des deux mains. Il ne semblait pas mal à l'aise d'être de retour, mais résigné, comme s'il s'attendait déjà à être ramené. Une femme d'âge mûr, à l'expression douce, les accueillit à l'entrée. « Pierre, Dieu merci !» murmura-t-elle, s'agenouillant pour le prendre par les épaules. « Où étais-tu, mon chéri ?» Le garçon ne répondit pas, se contentant de regarder Raphaël comme si c'était à lui de parler. « Je suis Raphaël Moreau. Je voudrais parler à la responsable. »« Celle-ci y fait taquer Selfos, Madame Dubois, » dit la femme, les conduisant par un couloir étroit jusqu'à une petite pièce, avec des meubles anciens et une odeur de papier humide. La femme qui les attendait derrière le bureau avait des cheveux gris tirés en un chignon strict et des yeux fatigués, mais attentifs. « Monsieur Moreau, » dit-elle sans sourire. « Je me doutais bien que vous finiriez par vous montrer. » Raphaël plissa les yeux. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Madame Dubois soupira, comme quelqu'un qui porte un vieux fardeau. « Votre épouse. Elle venait ici fréquemment. » La phrase tomba comme une bombe au centre de sa poitrine. Pour faire quoi? Faire swoutismsel et day. Elle lisait pour les enfants, donnait des fournitures scolaires, mais surtout elle passait du temps avec Pierre. Raphaël resta silencieux pendant quelques secondes, déglutit difficilement. Pourquoi? Pourquoi lui? La directrice hésita, parce qu'elle voulait l'adopter. Raphaël sentit la chaise s'enfoncer sous son corps. L'air s'échappa de ses poumons comme s'il avait reçu un coup de poing. Non, non, ce n'est pas possible. Elle ne m'a jamais rien dit. Peut-être qu'elle a essayé, dit Madame Dubois avec regret. Peut-être que vous n'écoutiez pas. Le silence emplit la pièce comme de la fumée. Julie avait laissé quelque chose d'inachevé, quelque chose de grand, quelque chose qu'elle avait voulu faire même sans lui. Et maintenant qu'il avait ce quelque chose devant lui, respirant, attendant, regardant comme quelqu'un qui a déjà été ramené auparavant. Raphaël passa la main dans ses cheveux, essayant d'organiser ses pensées. Depuis combien de temps venait-elle ici? Cela, presque 2 ans avant l'accident. Accident. Le mot que tout le monde utilisait pour désigner le jour où Julie était partie. Un accident de voiture sur le périphérique,
Il pleuvait beaucoup. Le chauffeur du camion avait dit qu'il ne l'avait pas vue. Et maintenant, en regardant Pierre, Raphaël se demandait où elle allait ce jour-là. Et depuis, qu'est-ce qui lui est arrivé? Madame Dubois regarda le garçon qui restait immobile, fixant le sol. Il a attendu. Tous les jours, il restait assis près du portail, attendant qu'elle revienne. Nous lui avons expliqué ce qui s'était passé, mais elle marqua une pause. Les enfants comme Pierre, qui ont déjà tant perdu, refusent parfois d'accepter une perte de plus. Raphaël observa le garçon. 9 ans, peut-être 10. Maigre, petit pour son âge, avec ses yeux qui semblaient avoir vu trop de choses. Vous avez essayé de lui trouver d'autres parents? Plusieurs fois, mais Pierre s'enfuyait toujours avant que les familles ne puissent vraiment le connaître. Il ne voulait pas d'autre mère. Il voulait Julie. Les mots pesaient comme des pierres. Raphaël se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, un groupe d'enfants jouait dans la cour. Rires, cris, vie. Et Pierre était ici, isolé et prisonnier d'une promesse que Julie n'avait pu tenir. A-t-elle laissé des documents? Un dossier d'adoption entamé. Oui. Madame Dubois ouvrit un tiroir et en sortit une pochette. Ça, c'est là. Elle a commencé le processus, mais elle avait besoin de votre signature pour continuer. Raphaël prit la pochette, sentant le poids de ses feuilles. C'était comme si Julie était là, lui parlant à travers ses papiers, lui demandant quelque chose qu'il ne savait même pas qu'elle voulait. « Et maintenant ?» demanda-t-il sans regarder la directrice. « Que va-t-il lui arriver ?»« Tiens, cela dépend de vous. » répondit Madame Dubois. « Légalement, vous n'avez aucun lien. Pierre peut rester ici jusqu'à ce qu'une autre famille l'adopte ou... » Elle ne termina pas la phrase. Elle n'en avait pas besoin. Raphaël savait ce qui était offert, ou plutôt ce qui était demandé, et il n'avait pas de réponse. « J'ai besoin de temps, » dit-il finalement. « J'ai besoin de réfléchir. »« Je comprends, » acquiesça la directrice. « Mais Pierre a aussi besoin de quelque chose. De stabilité, de certitude. Il a déjà eu trop d'espoir brisé. » Raphaël regarda le garçon, qui gardait les yeux fixés sur la photographie de Julie. C'était comme s'il conversait avec elle en silence, demandant des instructions, cherchant des réponses. « Puis-je l'emmener avec moi pour quelques jours? Le temps que je me décide ?» Madame Dubois hésita. « Ce n'est pas conventionnel, Monsieur Moreau. Généralement, il y a un processus, des visites supervisées, des rapports. »« Je sais, mais rien de tout cela n'est conventionnel, n'est-ce pas ?» insista Raphaël, ressentant une urgence qu'il ne comprenait pas totalement. « J'ai besoin de comprendre ce que Julie a vu en lui, ce qu'elle voulait, et je ne peux pas le faire lors de visites d'1 heure. » La directrice les observa tous les deux un instant, mesurant l'enjeu. Finalement, elle acquiesça. « Je vais avoir besoin que vous signiez quelques papiers. C'est une garde temporaire, 1 semaine seulement. Après cela, nous devrons officialiser la situation, quelle que soit votre décision. » Raphaël accepta, signa les documents avec une sensation étrange, comme s'il signait quelque chose de bien plus grand qu'un simple papier bureaucratique. Quand ils sortirent du foyer, Pierre marchait à ses côtés, portant un petit sac à dos avec ses quelques vêtements. Il ne semblait ni excité ni effrayé, juste prudent, comme quelqu'un qui craint de s'abandonner à une joie qui pourrait s'arrêter trop vite. Dans la voiture, Raphaël rompit le silence. « Tu veux venir avec moi? Chez moi ?» Pierre le regarda pour la première fois avec autre chose que de la crainte. Il y avait une étincelle d'espoir là, petite, presque imperceptible. Madame Julie parlait de votre maison. Elle disait qu'elle était grande et belle, avec un balcon d'où l'on pouvait voir le coucher du soleil. Raphaël déglutit. C'était vrai. Le penthouse dans le quartier huppé avait un balcon où Julie avait l'habitude de s'asseoir tous les après-midi, avec un livre et un verre de vin. C'étaient des détails que seul quelqu'un de proche d'elle saurait. Elle parlait souvent de moi. Pierre détourna le regard. Parfois. Elle disait que vous étiez un homme très occupé, mais bon, qu'un jour je vous rencontrerai et que vous seriez mes parents. Raphaël sentit quelque chose se briser en lui. Comment Julie avait-elle pu promettre une chose pareille? Comment avait-elle pu planifier une vie qui incluait ce garçon sans jamais lui en parler? « On rentre à la maison », dit-il finalement, démarrant la voiture. « On a beaucoup à se dire. » Alors qu'il conduisait dans les rues encombrées de Paris, Raphaël observait Pierre dans le rétroviseur. Le garçon regardait la ville avec des yeux écarquillés, comme s'il voyait tout pour la première fois. Et c'était peut-être vrai. Quel monde Julie lui avait-elle promis? Et comment lui, Raphaël, pourrait-il tenir une promesse qu'il n'avait jamais faite?
L'appartement de Raphaël se situait au dernier étage d'un immeuble élégant, dans un des quartiers les plus exclusifs de Paris. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Pierre hésita avant de sortir, regardant cet espace comme quelqu'un qui entre dans un musée, craignant de toucher ou de casser quelque chose. « Tu peux entrer », dit Raphaël, remarquant l'hésitation du garçon. Pierre fit quelques pas prudents. L'appartement était spacieux, avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière naturelle de l'après-midi. La décoration était minimaliste. Canapé blanc, murs clairs, meubles design et quelques œuvres d'art contemporain choisies avec soin. C'était un lieu impeccable, organisé sans aucune trace de vie enfantine. « C'est ici que Madame Julie habitait » demanda Pierre, arrêté au milieu du salon. « Oui », répondit Raphaël, observant le garçon observer l'espace. « Nous habitions ici. » Pierre resta immobile, comme s'il avait peur de contaminer cette perfection par sa présence. Ses yeux parcouraient les murs, les étagères, cherchant quelque chose. « Où sont les photos ?» demanda-t-il soudain. « Quelles photos ?»« Celle de Madame Julie. Elle m'a montré des photos de votre maison. » Il y avait beaucoup de photos sur le mur. Raphaël déglutit. Les photos avaient été retirées après le départ de Julie. Il ne supportait pas de les regarder tous les jours, de voir ce sourire, ses yeux. C'était comme si son absence criait depuis les murs. « Je les ai rangés », répondit-il, détournant le regard. « Viens, je vais te montrer où tu vas dormir. » Il conduisit Pierre dans le couloir jusqu'à la chambre d'amis. C'était un espace neutre, avec un lit double, une table de chevet et un fauteuil dans le coin. Il n'avait jamais été utilisé par des enfants auparavant. « Tu peux rester ici. La salle de bain est là, » dit-il en pointant une porte latérale. « Si tu as besoin de quelque chose. »« Merci, » interrompit Pierre, toujours arrêté à l'entrée de la chambre. Raphaël remarqua que le garçon serrait son petit sac à dos, comme si cet objet contenait tout ce qu'il était. « Tu peux défaire ton sac. »« Les tiroirs sont vides !» Pierre hocha la tête mais ne bougea pas. Il y avait une tension étrange entre eux, une distance qu'aucun des deux ne savait comment franchir. « Tu as faim ?» demanda Raphaël, essayant de trouver quelque chose de pratique à faire. « Un peu », répondit le garçon presque dans un murmure. « Je vais commander quelque chose à manger. »« Tu aimes la pizza ?» Pierre haussa les épaules. « Je n'en ai jamais mangé. » La réponse frappa Raphaël comme un coup de poing dans l'estomac. Bien sûr qu'il y avait des enfants à Paris qui n'avaient jamais mangé de pizza, mais entendre cela ici, dans cette pièce qui coûtait plus cher que ce que beaucoup de gens gagnaient dans une vie entière, le fit se sentir profondément déconnecté de la réalité. « Alors on va en commander. Tu vas aimer. » Pendant qu'ils attendirent la nourriture, Pierre s'assit sur le canapé du salon, gardant une posture droite, les mains sur les genoux, comme s'il était en visite formelle. Raphaël, quant à lui, faisait les 100 pas, essayant de digérer tout ce qui se passait. « Comment c'était quand Julie venait te voir ?» demanda-t-il finalement. Pierre leva les yeux. Elle arrivait toujours à l'heure du goûter. Elle apportait des livres, parfois des bonbons cachés dans la poche de son manteau. Il y avait une lueur dans ses yeux en parlant de Julie, quelque chose qui semblait allumer sa voix. « Elle lisait pour tout le monde ?» demanda Raphaël. Au début, oui. Après, juste pour moi. « Pourquoi ?» Pierre resta silencieux un instant, comme s'il choisissait ses mots. Elle disait que je ressemblais à quelqu'un qu'elle avait connu, que j'étais spécial. Raphaël sentit un pincement au cœur. Qu'est-ce que Pierre pouvait avoir de si spécial pour que Julie s'approche de lui au point de vouloir l'adopter? Et pourquoi n'avait-elle jamais partagé cela? La sonnette retentit, interrompant ses pensées. C'était la pizza. Quand il posa les assiettes sur la table, il remarqua que Pierre était toujours sur le canapé, sans bouger. « Viens, c'est servi. » Le garçon s'approcha avec prudence, s'assit sur la chaise et attendit que Raphaël se serve le premier. Ses mouvements étaient calculés, comme s'il suivait un manuel interne de comportement. En goûtant la première bouchée, ses yeux s'écarquillèrent. « C'est bon », dit-il avec un petit sourire. Raphaël observa cette réaction et quelque chose bougea en lui. Parce que c'était la première fois qu'il voyait le garçon sourire, même brièvement. Après le dîner, Pierre aida à débarrasser la table sans qu'on le lui demande. Ses gestes étaient méthodiques, prudents, comme ceux de quelqu'un habitué à être utile pour ne pas être un fardeau. « Tu n'as pas besoin de faire ça, » dit Raphaël. « C'est bon. J'aide toujours à la cuisine au foyer. » Plus tard, quand Raphaël se rendit dans la chambre pour voir comment allait le garçon,
Il le trouva assis au bord du lit, toujours habillé, regardant la photographie de Julie. « Tu ne vas pas dormir ?» demanda-t-il. Pierre leva les yeux. « Je peux vraiment rester ici ?» Dans ce lit. Raphaël fronça les sourcils. « Bien sûr, pourquoi ?» C'est une idée très grande et propre. À nouveau cette sensation de malaise. Raphaël n'avait jamais réalisé combien de privilèges lui étaient si naturels qu'il ne les remarquait même plus. Un lit grand et propre. Quelque chose de si basique, de si simple. « Il est à toi tant que tu es ici », répondit-il, ne sachant que dire d'autre. « Tu as un pyjama dans ton sac ?» Pierre hocha la tête et en sortit un t-shirt usé et un short en coton délavé. C'étaient de vieux vêtements probablement donnés au foyer, mais ils étaient propres et soigneusement pliés. « Si tu as besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, ma chambre est au bout du couloir, » dit Raphaël se tournant déjà pour partir. « Monsieur Raphaël » appela Pierre. Raphaël s'arrêta à la porte. « Oui ?» Madame Julie sera contente quand elle saura que je suis ici. La phrase frappa Raphaël comme une lame. Pierre parlait encore de Julie au présent, comme si elle pouvait apparaître à tout moment, comme si ce n'était qu'une situation temporaire jusqu'à ce qu'elle revienne le chercher. Pierre. « Tu sais que Julie ne reviendra pas, n'est-ce pas ?» Le garçon baissa les yeux. « Je sais qu'elle est au ciel maintenant, » lui répondit-il à voix basse. « Mais elle a dit qu'un jour j'aurai une vraie famille, que ce serait avec vous deux, mais maintenant, peut-être que ce sera juste avec vous. » Raphaël sentit le poids de cet espoir. Comment pourrait-il y correspondre? Comment pourrait-il être ce dont ce garçon avait besoin alors qu'il était lui-même si brisé? « On va se reposer, » dit-il simplement. « On en reparlera demain. » Cette nuit-là, Raphaël ne parvint pas à dormir. Il s'assit dans son bureau avec la pochette que Madame Dubois lui avait remise. À l'intérieur, en plus des formulaires d'adoption partiellement remplis par Julie, il y avait des lettres écrites de sa main. « Raphaël, » lut-il en silence, « j'ai essayé de t'en parler tellement de fois, mais tu étais toujours occupé, toujours distant. Même quand tu étais là, j'avais besoin de faire quelque chose pour quelqu'un, quelque chose qui me fasse me sentir vivante à nouveau. » Les mots lui brûlèrent les yeux. C'était vrai. Au cours des dernières années de leur mariage, il s'était enterré dans le travail, construisant un cabinet d'architecture primé, tandis que Julie s'occupait d'événements caritatifs et de causes sociales. Il pensait que c'était juste sa façon de combler le temps. Il n'avait jamais imaginé qu'elle cherchait réellement quelque chose de plus profond. Il continua à lire les lettres. Julie décrivait comment elle avait rencontré Pierre, comment le garçon était toujours seul, silencieux, observant tout de loin, comment il avait du mal à faire confiance aux gens. Mais c'était peu à peu ouvert à elle. Comment ses yeux brillaient quand elle apparaissait. « Il me rappelle toi, » disait une des lettres, « pas l'homme que tu es devenu, mais le garçon que tu étais autrefois, celui qui m'a raconté avoir grandi sans père, se sentant toujours un peu à part. » Raphaël laissa le papier tomber sur la table. C'était vrai. Son père avait abandonné la famille quand il avait 8 ans, laissant sa mère élever 2 enfants seuls. Il en parlait rarement. C'était un chapitre clos de sa vie, mais Julie savait. Elle avait toujours su. Il se leva et alla à la fenêtre. La ville brillait dehors. Des millions de lumières, des millions de vies se déroulant en même temps. Et au milieu de ce chaos, un garçon que Julie avait choisi, un garçon qu'elle voulait faire partie de leur vie, dormait dans son appartement. Il pensa à Pierre, seul dans cette chambre trop grande, peut-être effrayé, peut-être plein d'espoir. Il pensa à Julie et à toutes les conversations qu'il n'avait jamais eues, à tous les signes qu'il avait ignorés. Qu'attendait-elle de lui maintenant? Qu'attendait Pierre? Et plus important encore, qu'était-il lui-même capable d'offrir? Il retourna dans sa chambre et avant de se coucher, s'arrêta devant la porte de la chambre où dormait Pierre. Il ouvrit une petite fente, juste pour vérifier. Le garçon dormait recroquevillé, comme s'il voulait occuper le moins d'espace possible, la photographie de Julie toujours serrée dans sa main. Raphaël referma la porte avec précaution et retourna dans sa chambre. Demain serait un nouveau jour, et il y aurait des décisions à prendre. Des décisions qui pourraient changer non seulement la vie de ce garçon, mais la sienne propre. La lumière du matin filtrait à travers les fentes du rideau lorsque Raphaël se réveilla. Pendant un moment, il resta allongé, regardant le plafond, essayant d'organiser ses pensées. Puis il se souvint, Pierre. Le garçon était là, dormant dans la chambre d'à côté, portant une histoire avec Julie qu'il ignorait complètement. Il se leva et marcha silencieusement dans le couloir. La porte de la chambre d'amis était entr'ouverte. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur,
Mais le lit était vide, parfaitement fait, comme si personne n'y avait dormi. Une angoisse lui serra la poitrine. Le garçon s'était-il enfui? Il parcourut rapidement la maison, vérifiant chaque pièce jusqu'à ce qu'il le trouve sur le balcon. Pierre était assis par terre, serrant ses genoux, observant la ville qui s'éveillait en bas. « Tu t'es levé tôt », dit Raphaël s'approchant. Le garçon se retourna, surpris. « Pardon, je ne voulais pas déranger. »« Tu ne déranges pas », répondit Raphaël, s'asseyant sur une chaise proche. « Tu as bien dormi ?» Pierre hocha la tête, retournant à l'observation du paysage. Madame Julie a dit qu'on pouvait voir toute la ville d'ici. Raphaël suivit son regard. Paris s'étendait à perte de vue, une mosaïque d'immeubles, d'avenues et de petites taches vertes des parcs. Julie avait l'habitude de dire que c'était comme regarder un océan de béton. « Tu as fait ton lit !» observa Raphaël. « Je le fais toujours. Au foyer, celui qui ne le fait pas n'a pas de dessert. » Cette règle stricte, dite avec tant de naturel, fit réaliser à Raphaël à quel point la vie de Pierre était différente de la sienne. Discipline par nécessité, non par choix. « Ici, il n'y a pas ces règles, » dit-il, « mais merci de l'avoir fait. » Au petit déjeuner, il observa comment Pierre mangeait lentement, comme s'il rationnait la nourriture, même avec l'assiette pleine devant lui. « Tu peux manger plus si tu veux. » proposa Raphaël. « C'est bon comme ça, » répondit le garçon. Au foyer, on apprend à ne pas être gourmand. À nouveau, cette sensation d'être face à un adulte en miniature, quelqu'un qui avait appris trop tôt à se contenir, à ne pas demander, à ne pas attendre grand-chose de la vie. « Qu'est-ce que tu aimais faire avec Julie ?» demanda-t-il, essayant d'établir une connexion. Les yeux de Pierre s'illuminèrent. Elle lisait des histoires, et parfois on dessinait. « Tu aimes dessiner ?» Le garçon hocha la tête. « J'ai un cahier. Elle me l'a donné. »« Je peux voir. » Pierre hésita, mais alla chercher son sac à dos et revint avec un simple cahier d'écolier à la couverture bleue délavée. Il le tendit à Raphaël avec soin, comme si c'était un trésor. Raphaël feuilleta les pages. Il y avait des dessins de maisons, d'arbres, d'un chien, et il y avait aussi plusieurs portraits d'une femme aux cheveux longs, Julie. Dans l'un des dessins, elle tenait la main d'un petit garçon. Dans un autre, il y avait une troisième figure, un homme grand à leur côté. « Qui est-ce » demanda Raphaël, pointant la figure masculine. Pierre baissa les yeux. « C'est vous » Raphaël sentit son cœur s'accélérer. Dans ce dessin simple, fait par des mains inexpérimentées, se trouvait la famille que Julie avait imaginée pour eux. La famille qui n'avait jamais existé. Elle disait qu'un jour on serait comme ça, expliqua Pierre à voix basse. Une vraie famille. Ces mots tombèrent comme des pierres sur Raphaël. Qu'est-ce que Julie avait promis à ce garçon? Et pourquoi n'avait-elle jamais partagé ses plans avec lui? « Fais sur Pierre, » dit-il, essayant de garder sa voix ferme. « Julie et moi n'avons jamais parlé d'adoption. Elle ne m'a jamais dit qu'elle voulait t'amener chez nous. » Le garçon le fixa avec ses grands yeux sombres. « Mais elle parlait de vous. Elle disait que vous étiez très occupé, mais que quand vous seriez pour moi, vous m'accepteriez. » La confiance dans sa voix était dévastatrice. Julie avait créé une histoire, une attente, sans jamais l'inclure vraiment dans la décision. Elle ne pouvait pas promettre ça, répondit Raphaël, plus durement qu'il ne l'aurait voulu. Le visage de Pierre se ferma instantanément, comme une fleur au crépuscule. Il reprit le cahier et le serra contre sa poitrine. « Pardon » murmura-t-il. Raphaël réalisa son erreur. Ce n'était pas la faute du garçon. Il n'était qu'un enfant accroché à une promesse, à un rêve que quelqu'un avait planté dans son cœur. « Non, c'est moi qui m'excuse », dit-il, adoucissant son ton. « Tout ça est compliqué pour moi. J'essaie de comprendre. » Le téléphone sonna, interrompant la conversation. C'était Clara, son assistante au cabinet d'architecture. « Raphaël, où es-tu? On a une réunion avec les investisseurs du centre commercial dans une demi-heure. » Il avait complètement oublié. La vie normale, la routine, le travail, tout semblait si lointain maintenant, comme si cela appartenait à une autre personne. « Clara, je vais avoir besoin que tu prennes cette réunion. Il y a eu un problème familial urgent. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Raphaël ne manquait jamais de réunions importantes, ne faisait jamais passer les affaires personnelles avant le travail. « Tout va bien ?» demanda Clara, inquiète. « Oui, j'ai juste des choses à régler. Je t'expliquerai plus tard. » Il raccrocha et reporta son attention sur Pierre, qui observait tout avec ce regard attentif et silencieux. « Vous devez travailler, » dit le garçon,
Non comme une question, mais comme une constatation. Pas aujourd'hui, répondit Raphaël. À cause de moi? La question vint chargée de culpabilité, comme s'il était habitué à être un inconvénient dans la vie des autres. À cause de nous, m'a corrigea Raphaël. On a besoin de mieux se connaître, tu ne crois pas? Un petit sourire apparut sur le visage de Pierre, timide, presque imperceptible, mais il était là. Qu'est-ce qu'on va faire? Demanda-t-il. Raphaël n'avait pas de plan. Il ne savait pas quoi faire avec un enfant, surtout un enfant comme Pierre qui portait tant d'attentes et tant de cicatrices. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Pierre réfléchit un instant, comme si personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. On peut aller au parc? Madame Julie a dit qu'il y avait un parc près d'ici, avec un lac. Le jardin du Luxembourg. On confirma Raphaël. On peut y aller, oui. Au parc? Raphaël observait Pierre marcher devant lui, regardant tout avec une curiosité contenue. Le garçon ne courait pas comme les autres enfants, ne criait pas, ne demandait pas de glace ou de pop-corn. Il marchait juste, absorbant chaque détail, chaque son, chaque couleur, comme s'il cataloguait le monde. Ils s'arrêtèrent près du lac, où des canards nageaient tranquillement. Pierre s'agenouilla sur l'herbe, les observant en silence. « Madame Julie m'a emmené ici une fois, » dit-il soudain. Raphaël le regarda, surpris. « Comment ça? Elle t'a sorti du foyer ?» Pierre hocha la tête. « C'était pour mon anniversaire. Elle a demandé la permission à Madame Dubois. On est resté juste 1 heure, mais c'était le plus beau jour. » Raphaël sentit une piqûre dans sa poitrine. Julie avait amené Pierre dans un endroit si proche de sa maison, pratiquement à côté du bureau où il travaillait, et il n'en avait jamais rien su. Combien de fois avait-il été ainsi, si près l'un de l'autre sans qu'il ne s'en doute? « Quand est ton anniversaire ?» demanda-t-il. « Le 17 juillet, répondit Pierre. Raphaël fit le calcul. Il ne restait que 2 semaines. Pierre allait avoir quel âge? « Je vais avoir 10 ans, dit le garçon comme s'il lisait dans ses pensées. 10 ans, une décennie de vie dont une bonne partie passée dans un foyer, à attendre quelque chose qui n'arrivait jamais, jusqu'à ce que Julie apparaisse et puis disparaisse. Qu'as-tu demandé comme cadeau pour ton dernier anniversaire? Demanda Raphaël. Pierre regarda le lac, les canards, le ciel. J'ai demandé à Madame Julie de me ramener à la maison, répondit-il d'une petite voix. Mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas encore, qu'elle devait d'abord vous parler. Les mots tombèrent comme une pluie froide sur Raphaël. Julie essayait, à sa manière, de préparer le terrain. Peut-être attendait-elle le bon moment. Peut-être avait-elle peur de sa réaction. Et puis l'accident s'était produit et elle n'avait jamais eu la chance de terminer ce qu'elle avait commencé. Elle voulait vraiment que vous soyez mon père. Et continua Pierre, regardant toujours les canards. Elle disait que vous étiez le meilleur homme qu'elle ait connu, qu'il suffisait que vous compreniez et que tout irait bien. Raphaël sentit le poids de cette confiance, de cette foi que Julie avait en lui, une foi qu'il ne savait pas s'il méritait. Pierre, l'appela-t-il, faisant lever les yeux au garçon. Je ne sais pas si je peux être ce que Julie attendait. Je ne sais pas si je peux être un père. Les yeux du garçon grands et sombres le fixèrent sans jugement. C'est pas grave, je sais attendre. Cette réponse si simple et si dévastatrice frappa Raphaël comme un coup de poing. Pierre était habitué à attendre, à ne pas recevoir, à se contenter de moins. C'était comme s'il s'attendait déjà à être ramené, comme s'il se préparait déjà à la déception. Ce n'est pas juste que tu doives attendre, dit Raphaël. Ce n'est pas juste que tu doives te contenter de moins que ce que tu mérites. La vie n'est pas juste, répondit Pierre, avec une sagesse trop triste pour ces quelques années. C'en est une kiss. Madame Dubois le dit toujours. Raphaël sentit quelque chose se briser en lui. L'acceptation résignée de ce garçon était pire que n'importe quelle protestation, n'importe quel pleur. C'était le résultat d'une vie entière passée à apprendre à ne pas trop attendre, à ne pas rêver trop grand. « On va manger une glace ?» proposa-t-il, voulant voir une réaction plus enfantine, plus appropriée à son âge. Pierre hocha la tête, un petit sourire se formant au coin de ses lèvres. Alors qu'ils marchèrent vers le glacier, Raphaël remarqua que plusieurs personnes les regardaient. Un homme élégant d'âge mûr et un garçon simple, avec des vêtements trop grands pour son corps maigre. Ils ne ressemblaient pas à un père et son fils. Ils ne s'accordaient pas comme des pièces de puzzle différentes forcées de s'emboîter. Et pourtant, Raphaël sentit une étrange protection grandir en lui. Un désir de montrer à ce garçon que tout dans la vie n'était pas attente et déception.
que parfois, même quand cela semble impossible, les choses peuvent bien se passer. Mais serait-il capable de tenir cette promesse ou finirait-il par être juste une personne de plus à décevoir Pierre? Les jours suivants, Raphaël et Pierre établirent une routine prudente. Petit déjeuner ensemble, promenade en ville, déjeuner silencieux après-midi à regarder la télévision ou à lire. C'était comme si tous deux marchaient sur des œufs, essayant de ne pas briser quelque chose de fragile qui commençait à naître entre eux. Raphaël annula la plupart de ses réunions, déléguant des tâches à Clara et à son équipe. C'était la première fois depuis des années qu'il mettait le travail au second plan. La première fois depuis le départ de Julie que quelque chose semblait plus important que de s'enterrer dans des projets et des délais. Le 5e soir, pendant que Pierre prenait son bain, Raphaël reçut un appel de son ami et associé. « Marc, mon vieux, qu'est-ce qui se passe? Clara est inquiète. Les clients demandent après toi. Tu n'as jamais disparu comme ça. » Raphaël hésita. Comment expliquer ce que lui-même ne comprenait pas totalement? « J'ai un enfant à la maison, Marc. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. « Comment ça? Tu as un fils et tu ne m'en as jamais parlé. » « Non, ce n'est pas. C'est compliqué. Tu te souviens que je t'ai dit que Julie travaillait sur ce projet social? Eh bien, il semble qu'elle voulait adopter un garçon. Il est avec moi maintenant. » Un autre silence plus long cette fois. « Raphaël, tu vas bien? Ça semble impulsif. Depuis quand veux-tu être père? » La question frappa Raphaël de plein fouet. Il ne voulait pas être père. Il n'avait jamais voulu. Après que son propre père ait abandonné la famille, il avait toujours senti que ce rôle était un terrain dangereux, rempli de possibilités d'échouer, de blesser, de décevoir. « Je ne veux pas, » admit-il, baissant la voix pour que Pierre n'entende pas depuis la salle de bain. « Mais il n'a personne, Marc. Julie était tout ce qu'il avait et maintenant tu te sens responsable. » Je comprends. Mais un enfant n'est pas un projet caritatif, Raphaël. C'est une vie, une responsabilité pour toujours. Raphaël savait que son ami avait raison. Pierre n'était pas un problème à résoudre, une affaire laissée en suspens par Julie. C'était un être humain avec des sentiments, des espoirs, des traumatismes. Je sais, c'est pour ça que j'essaie de mieux le connaître, avant de prendre une décision. Et quel est le délai pour cette décision? 3 jours. La garde temporaire se termine ce week-end. Et après? Après. Soit j'entame le processus d'adoption, soit il retourne au foyer. Les mots sonnèrent durs, définitifs. Marc soupira de l'autre côté de la ligne. « Écoute, tu sais que je te soutiens en tout, mais c'est énorme, mon vieux. Tu es sûr d'être prêt ?» Raphaël n'eut pas le temps de répondre. Pierre apparut à la porte du salon, en pyjama, les cheveux encore humides du bain. Ses yeux allaient de Raphaël au téléphone, comme s'il devinait le sujet de la conversation. « Je dois raccrocher, » dit Raphaël. « Je te rappelle plus tard. » Il raccrocha et regarda le garçon arrêté devant lui. Pierre semblait encore plus petit dans ce vieux pyjama, avec des manches trop longues pour ses bras fins. « Tout va bien ?» demanda le garçon. « Oui, juste une affaire de travail. » mentit Raphaël. Pierre le regarda avec ses yeux qui semblaient voir au-delà des mots. « Vous allez me renvoyer ?» La question vint sans détour, directe comme un coup de feu. Raphaël sentit l'air lui manquer dans les poumons. « Pourquoi demandes-tu ça ?»« C'est parce que j'ai vu le calendrier dans la cuisine. Il ne reste que 3 jours avant la fin de la semaine que vous avez demandé à Madame Dubois. » Bien sûr. Pierre comptait les jours, mesurait le temps, se préparant au moment où il devrait repartir, comme il repartait toujours. « Pierre, je ne sais pas ce qui va se passer après ces 3 jours. » répondit-il avec honnêteté. « Je ne peux pas promettre quelque chose que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir. » Le visage du garçon resta impassible, comme s'il s'attendait déjà à cette réponse. « C'est pas grave. Juste ça. C'est pas grave. » Comme s'il était normal d'avoir son destin décidé tous les quelques jours, comme si appartenir à un endroit était un luxe auquel il n'avait pas droit. « Viens, on va se brosser les dents, » dit Raphaël, changeant de sujet, se sentant lâche de ne pas pouvoir offrir plus. Cette nuit-là, après que Pierre se fut endormi, Raphaël resta sur le balcon pendant des heures, regardant la ville illuminée. Le téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de Clara. « Quelqu'un demande après vous au bureau. Une assistante sociale, Béatrice Fournier. Elle dit que c'est à propos du processus d'adoption. » Raphaël fronça les sourcils. Il ne connaissait aucune Béatrice. Il répondit rapidement. « Fixe-lui un rendez-vous pour demain, s'il te plaît.
Et chez moi, pas au bureau. Clara Dubois arriva ponctuellement à 10 heures du matin. C'était une jeune femme à l'air sérieux, les cheveux tirés en un chignon discret, et des yeux vifs qui semblaient absorber chaque détail de l'appartement. « Monsieur Leroy, merci de me recevoir, dit-elle en entrant. Je suis assistante sociale du tribunal pour enfants. Nous suivons le dossier du mineur Léo Martin. » Raphaël la conduisit au salon, lui proposa du café qu'elle accepta avec un bref sourire. « Le garçon est à la maison ?» demanda-t-elle. « Oui, il est dans sa chambre. »« Ah, il dessine. » Clara hocha la tête, sortit une pochette de son sac et l'ouvrit sur la table basse. « Monsieur Leroy, j'ai appris que vous avez la garde temporaire de Léo depuis 4 jours. Je suis venu personnellement car nous avons une situation assez spécifique ici. » Raphaël s'assit en face d'elle, s'efforçant de rester calme. « Spécifique, comment ?»« Eh bien, selon nos registres, votre épouse, Julie Leroy, a entamé la procédure d'adoption il y a plus d'1 an. Mais elle est décédée avant de la finaliser. »« Oui, je l'ai découvert récemment. » Clara l'observa attentivement. « Vous n'étiez pas au courant des intentions de votre épouse. » Raphaël sentit son visage s'échauffer. « Non, je ne savais pas. Julie ne m'a jamais parlé d'adoption. » L'assistante sociale nota quelque chose dans sa pochette. « Je vois. Et maintenant que vous le savez, quelles sont vos intentions ?» La question flotta dans l'air comme de la fumée. Raphaël prit une profonde inspiration. « J'essaie encore de comprendre cette situation. Léo et moi, nous apprenons à nous connaître. » « Monsieur Leroy, dit Clara d'une voix ferme, je comprends que cela soit inattendu pour vous, mais je dois être clair. La situation de Léo est délicate. Il a déjà fait face à plusieurs rejets. Et selon l'évaluation psychologique, l'attachement qu'il a développé pour votre épouse est, par conséquent, pour l'idée d'être adopté par vous, est très fort. » Raphaël sentit le poids de cette responsabilité grandir sur ses épaules. « Qu'essayez-vous de dire ? Je dis que si vous n'avez pas l'intention réelle de l'adopter, il serait plus honnête et moins traumatisant pour Léo de retourner immédiatement au foyer, avant que le lien ne se renforce davantage. » Les mots étaient durs, mais Raphaël en comprenait la logique. Pourquoi prolonger quelque chose qui pourrait se terminer par une nouvelle déception? « Et si je décide de l'adopter ?» demanda-t-il, la voix presque défaillante. Clara referma sa pochette. « Dans ce cas, nous lancerons la procédure formelle. Il y aura des entretiens, des visites à domicile, des évaluations psychologiques. Le processus peut prendre des mois, mais étant donné que votre épouse avait déjà commencé les démarches et que Léo est déjà ici, nous pourrons accélérer certaines étapes. Et pendant ce temps, vous conservez la garde provisoire, à condition de vous engager dans la procédure. » Raphaël hocha la tête, absorbant les informations. La décision qu'il pensait avoir plus de temps pour prendre exigeait maintenant une réponse immédiate. « Puis-je parler à Léo avant de répondre ?» Clara acquiesça. « Bien sûr. D'ailleurs, j'ai aussi besoin de m'entretenir avec lui, seul si possible. » Raphaël se rendit dans la chambre où Léo dessinait. Le garçon leva les yeux de son cahier dès qu'il entra. « On a de la visite ?» demanda-t-il, fermant déjà son cahier comme s'il savait que quelque chose d'important était en cours. « Oui, une assistante sociale. Elle veut te parler. » Léo hocha la tête sans surprise. Il était probablement habitué à ce genre de visite, à des étrangers décidant de son destin. « Léo, avant qu'elle ne te parle, je voulais te demander quelque chose. » Le garçon attendit, les yeux attentifs. « Aimerais-tu rester ici? »« Avec moi? Pas seulement pour quelques jours, mais... »« Pour toujours ?» Les mots sortirent avant que Raphaël n'ait pu réfléchir. Léo cligna des yeux 1, 2 fois, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. « Comme un fils ?» demanda-t-il d'une petite voix. « Oui, comme un fils. » Léo ne sourit pas, ne cria pas de joie, ne sauta pas dans ses bras comme l'auraient fait d'autres enfants. Il resta juste très silencieux, comme s'il traitait une information trop complexe. « Pourquoi ?» demanda-t-il finalement. « Pourquoi voulez-vous cela ?» La question prit Raphaël au dépourvu. Il s'attendait à de la joie, du soulagement, tout sauf cette méfiance contenue, parce que je crois que nous pouvons former une famille. Léo, pas celle dont tu rêvais avec Julie, mais notre propre famille, à notre manière. Et si vous le regrettez, si vous réalisez que vous ne m'aimez pas assez, la maturité de cette question brisa le cœur de Raphaël. Léo ne craignait pas seulement d'être rejeté. Il craignait que Raphaël découvre après un certain temps qu'il n'était pas digne d'amour. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Léo. Il ne s'agit pas d'aimer assez.
Et il s'agit de choisir de rester, même quand c'est difficile. Le garçon baissa les yeux pensifs. « Mon vrai père n'a pas choisi de rester, » murmura-t-il. « Le mien non plus, » répondit Raphaël, la voix presque brisée. Léo releva le visage, les yeux écarquillés. « Vous n'aviez pas de père ? Il est parti quand j'avais 8 ans. » Il n'est jamais revenu. Quelque chose changea dans le regard de Léo. Une compréhension soudaine, comme si une pièce importante du puzzle s'emboîtait enfin. Madame Julie le savait ? Oui, elle le savait. Léo resta silencieux quelques secondes, absorbant cette information. « Je crois que c'est pour ça qu'elle m'a choisi, » dit-il finalement, « parce qu'on se ressemble. » Raphaël sentit un nœud dans la gorge. C'était vrai. Julie, dans sa sagesse silencieuse, avait vu la connexion qu'il n'avait pas perçue lui-même. Deux garçons abandonnés, séparés par des décennies, unis par la même douleur. « Alors, insista-t-il, aimerais-tu rester ? Être mon fils ?» Léo le regarda avec des yeux qui avaient déjà trop vu pour son âge. « J'aimerais bien, » répondit-il avec simplicité. « Mais seulement si vous êtes sûr. » Raphaël sourit, sentant quelque chose se rompre en lui, comme de la glace qui fond. « Je suis sûr. » Quand ils revinrent au salon, Clara les observa attentivement. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Léo se tenait près de Raphaël, comme si une distance invisible avait diminué. « Léo, puis-je te parler un peu ?» demanda-t-elle. Le garçon acquiesça et s'assit à côté d'elle sur le canapé, tandis que Raphaël se dirigeait vers la cuisine, leur offrant de l'intimité. La conversation dura près d'1 heure. Raphaël essaya de ne pas écouter, s'occupant à préparer le déjeuner, bien que ses pensées fussent dans le salon, dans cette conversation qui pouvait changer le cours de 2 vies. Lorsque Clara le rappela finalement, Léo n'était plus là. « Il a demandé à retourner dans sa chambre », expliqua-t-elle. « Il a dit qu'il voulait dessiner. » Raphaël hocha la tête, sentant sa nervosité monter. « Et alors ?» Clara sourit, le premier sourire sincère depuis son arrivée. « Léo semble bien s'adapter. Mieux que ce que nous espérions, en fait. Il parle de vous avec un respect qui frôle l'admiration. » Raphaël sentit une chaleur dans sa poitrine. C'est un garçon incroyable. Oui, il l'est. Et aussi très blessé. Il a perdu ses parents biologiques très tôt. Est passé par 2 familles adoptives qui l'ont rendu, puis a rencontré votre épouse, qui est devenue la figure la plus stable de sa vie. Et puis il l'a perdue aussi. Raphaël baissa les yeux, sentant le poids de cette histoire. Je ne savais pas qu'il avait été rendu 2 fois. Une famille l'a rendu après 3 mois, parce que la mère est tombée enceinte. L'autre après 6 mois, parce qu'il ne s'était pas adapté aux règles de la maison. La froideur avec laquelle ces rejets étaient rapportés fit bouillir le sang de Raphaël. Comment peut-on rendre un enfant comme s'il s'agissait d'un produit défectueux? Malheureusement, cela arrive plus souvent que nous le souhaiterions, répondit Clara. C'est pourquoi nous sommes si prudents avec les adoptions, surtout avec des enfants comme Léo qui ont déjà subi tant de pertes. Raphaël prit une profonde inspiration, sentant une résolution grandir en lui. « Je veux l'adopter », dit-il avec une fermeté qui le surprit lui-même. « Je veux commencer la procédure aujourd'hui. » Clara l'étudia pendant quelques secondes, comme pour évaluer la sincérité de cette décision. « Êtes-vous sûr ? Ce n'est pas un choix que l'on prend, sur un coup de tête ou par culpabilité. »« Ce n'est ni un coup de tête ni de la culpabilité, » répondit Raphaël. « C'est quelque chose que je dois faire. Pour lui et pour moi. » Clara hocha la tête, satisfaite. « Dans ce cas, je vais préparer les documents. Vous conservez la garde provisoire pendant que le processus suit son cours. Je reviendrai la semaine prochaine pour la première visite formelle. » Lorsque l'assistante sociale partit, Raphaël se rendit dans la chambre de Léo. Le garçon était assis sur le lit, dessinant quelque chose dans son cahier. « Je peux entrer ?» Léo leva les yeux et acquiesça. Raphaël s'assit à côté de lui, regardant le dessin. C'était une grande maison avec un homme et un garçon devant. « C'est nous ?» demanda Raphaël. Léo confirma d'un mouvement de tête. « Est-ce que ça arrive pour de vrai ?» demanda-t-il sans regarder Raphaël. « Je vais vraiment rester ici, avec vous ?» Raphaël posa sa main sur son épaule, sentant la fragilité de ce petit corps. « Oui, Léo, ça arrive, nous allons être une famille. » Le garçon leva finalement les yeux et Raphaël vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. De l'espoir. Une petite flamme, timide, prudente mais vivante. Et à cet instant, il sut qu'il avait pris la bonne décision. Les jours suivants passèrent comme un tourbillon. Raphaël se retrouva à naviguer dans un monde qu'il n'avait jamais exploré. Des écoles privées à visiter,
Des médecins à consulter, des vêtements à acheter, des documents à fournir. Sa vie, jusqu'alors organisée autour du travail, tournait désormais autour d'un enfant de 9 ans qu'il observait toujours avec prudence, comme s'il craignait qu'à tout moment, tout puisse disparaître. La chambre d'amis se transforma peu à peu. Les murs, autrefois d'un blanc impersonnel, prirent une teinte bleu clair. Le lit double fut remplacé par un lit simple, avec des draps à motifs d'étoiles. Un bureau fut placé près de la fenêtre, et une petite étagère commença à se remplir de livres pour enfants et de quelques jouets. Léo observait chaque changement avec des yeux attentifs et une gratitude silencieuse. Il ne demandait rien, n'exigeait rien, acceptait simplement chaque nouvel élément comme un cadeau inattendu. « Tu peux choisir plus de choses pour ta chambre », disait Raphaël, gêné par cette acceptation passive. « Il doit y avoir quelque chose que tu veux. » Léo réfléchissait quelques secondes, comme si l'idée même de vouloir quelque chose était un concept nouveau. « Je peux avoir un tableau pour accrocher mes dessins ?» demanda-t-il finalement à voix basse. Le lendemain, Raphaël installa un grand panneau de liège sur le mur à côté du lit. Léo le remplit de dessins colorés. La nouvelle maison, le parc, lui et Raphaël, et dans un coin spécial, le portrait de Julie, souriante, les cheveux longs au vent. La première semaine après la décision d'adopter Léo, Raphaël retourna au travail, mais avec une routine complètement transformée. Il partait plus tôt, rentrait à l'heure du déjeuner, tenait des réunions par visioconférence au lieu d'être en présentiel. Claire, son assistante, l'aidait à réorganiser son emploi du temps, bien qu'elle ne cachât pas sa surprise face à ce changement soudain. « Vous êtes différent », commenta-t-elle, lorsque Raphaël annula un voyage important pour rester avec Léo, qui avait un léger rhume. « Je le suis » demanda-t-il, distrait, vérifiant la température du garçon sur son téléphone. « Oui, plus humain. » Raphaël leva les yeux, ne sachant s'il devait se sentir offensé ou flatté. « Ce n'est pas que vous étiez inhumain avant, » expliqua Claire, percevant sa confusion. « Mais c'était comme si vous fonctionniez en mode automatique. Maintenant, il y a de la vie dans votre regard. » C'était vrai. Depuis le départ de Julie, Raphaël était devenu une sorte de machine efficace. Il travaillait, mangeait, dormait, répétait. Maintenant, avec Léo, il réapprenait à sentir, à s'inquiéter, à regarder au-delà des projets et des délais. Un après-midi, en allant chercher Léo à l'école, où il l'avait provisoirement inscrit, Raphaël fut appelé par la coordinatrice pédagogique, Rachel. « Monsieur Leroy, nous devons parler de Léo, dit-elle, le conduisant à une petite salle de réunion. Raphaël sentit un froid dans l'estomac. « Y avait-il déjà un problème? Un souci ?» demanda-t-il, essayant de rester calme. Rachel sourit, rassurante. « Pas exactement un problème. Léo est extrêmement intelligent et poli. Mais nous sommes préoccupés par sa socialisation. Il n'interagit pas avec les autres enfants, reste toujours seul pendant les pauses, ne participe aux activités de groupe que si on le lui demande directement. » Raphaël acquiesça. Il avait remarqué le même comportement à la maison. Léo était obéissant, serviable, silencieux, mais exprimait rarement ce qu'il ressentait ou ce qu'il voulait. « Que suggérez-vous ?»« Un suivi psychologique pour commencer, » répondit Rachel. Léo a traversé beaucoup de changements en peu de temps. La perte de la figure maternelle qu'il avait trouvée en votre épouse, l'adaptation à un nouveau foyer, un nouveau père. Ce sont beaucoup d'ajustements émotionnels pour un enfant. Raphaël accepta, se sentant un peu coupable de ne pas y avoir pensé plus tôt. « Et peut-être que ce serait bon pour vous aussi, » ajouta Rachel avec gentillesse. « S'adapter à la paternité soudaine ne doit pas être facile. » Cette nuit-là, après que Léo fut couché, Raphaël s'assit sur le balcon avec un verre de vin, réfléchissant à la conversation avec la coordinatrice. Elle avait raison. Il essayait d'être père sans avoir la moindre idée de ce que cela signifiait. Son propre père était parti quand il était enfant, lui laissant un modèle de ce qu'il ne fallait pas faire, mais aucun exemple de ce qu'il fallait faire correctement. Et maintenant, il était là, essayant de guider un garçon aussi brisé que lui-même l'avait été. Son téléphone vibra. C'était un message de Marc. « Alors, comment va la vie de papa? Je crois qu'on doit parler. Tu bois encore tout seul ?» Raphaël sourit. Marc le connaissait trop bien. Il répondit « Juste un verre. Viens dîner demain. Tu rencontreras Léo. » Le lendemain, Marc arriva ponctuellement à 7 heures, apportant un paquet enveloppé de papier coloré. « Pour le gamin, » expliqua-t-il, tendant le cadeau à Raphaël. « C'est une console portable. Tous les garçons de son âge en ont une. »
Raphaël le remercia, surpris par le geste. Marc n'était pas connu pour son affinité avec les enfants. Léo apparut dans le salon, sortant de la douche, les cheveux encore humides et le pyjama propre. Ses yeux se posèrent immédiatement sur le paquet dans les mains de Raphaël. « Léo, voici mon ami Marc », présenta Raphaël. « Il t'a apporté quelque chose. » Le garçon s'approcha avec prudence, comme il le faisait toujours avec les étrangers. « Salut Léo », dit Marc, tendant la main. « Ravi de te rencontrer. » Léo accepta la poignée de main avec sérieux comme un adulte miniature. « Le plaisir est pour moi, monsieur. » Marc haussa les sourcils, surpris par la formalité. Il regarda Raphaël comme pour dire « Il est toujours comme ça ?» Raphaël acquiesça discrètement. « C'est pour toi, dit-il, tendant le cadeau à Léo. » Le garçon prit le paquet avec soin, comme si c'était quelque chose de fragile. « Je peux l'ouvrir » demanda-t-il à Raphaël. « Bien sûr que tu peux. C'est à toi. » Léo défit l'emballage avec une délicatesse méthodique, sans déchirer le papier. Quand il vit la console, ses yeux s'écarquillèrent. « Waouh !» murmura-t-il, touchant l'appareil du bout des doigts. « Merci, monsieur Marc. »« Juste Marc, ça ira, » répondit-il, souriant. « Alors, tu ne vas pas l'allumer ?» Léo regarda à nouveau Raphaël comme pour demander la permission. « Vas-y, » l'encouragea-t-il. « Après le dîner, tu pourras jouer un peu avant de dormir. » Pendant le dîner, Marc observa l'interaction entre Raphaël et Léo avec curiosité. Il y avait une prudence mutuelle, une attention, comme si tous deux apprenaient une nouvelle langue. Après que Léo fut parti dans sa chambre avec son nouveau cadeau, les amis s'assirent sur le balcon avec une bouteille de vin entre eux. « Il est intense », commenta Marc. « Comment ça ?»« Ses yeux, mec. On dirait les yeux de quelqu'un de beaucoup plus âgé. Et la façon dont il te regarde, cherchant l'approbation à chaque pas. C'est comme s'il avait peur de faire une erreur et d'être puni. » Raphaël soupira. Il a été rendu par 2 familles auparavant. Je crois qu'il a appris à marcher sur des œufs, à ne pas donner de raison d'être rejeté à nouveau. Marc secoua la tête. C'est trop cruel. Comment peut-on rendre un enfant? C'est ce que j'ai pensé. Ils restèrent silencieux quelques minutes, chacun perdu dans ses propres pensées. Alors, tu vas vraiment aller jusqu'au bout? Demanda Marc finalement. Tu vas être père à temps plein? Oui. Pourquoi? Je veux dire, il y a quelques semaines, tu vivais pour le travail. Qu'est-ce qui a changé? Raphaël contempla l'horizon de Paris, les lumières de la ville brillant contre le ciel sombre. Julie a changé ça, répondit-il. Ou plutôt, la découverte de ce qu'elle voulait m'a montré quelque chose que je ne pouvais pas voir. Et qu'est-ce que c'était? Que je me cachais. Après son départ, je me suis enterré dans le travail pour ne pas sentir. Mais ce n'était pas vivre, c'était survivre. Marc but une gorgée de vin pensif. Et le gamin t'a sauvé de ça? Je ne sais pas si c'est lui qui me sauve, ou si c'est moi qui essaye de le sauver. Peut-être les deux. Le lendemain matin, Raphaël fut réveillé par un bruit venant de la cuisine. Il était trop tôt pour que la femme de ménage soit arrivée. Il se leva inquiet et trouva Léo en train d'essayer de préparer le petit déjeuner. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, surpris de voir la table dressée, bien que maladroitement, avec 2 tasses, du pain et du jus. Léo le regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la panique. « Pardon ? Je voulais faire une surprise, pour vous remercier pour la console. » Raphaël sentit son cœur se serrer. Léo pensait qu'il devait rendre chaque petit geste d'affection ou de générosité. « Tu n'as pas besoin de me remercier pour les cadeaux, Léo. Ce sont des cadeaux, pas des échanges. » Le garçon baissa les yeux, l'air confus. Mais au foyer, on devait toujours remercier et montrer qu'on méritait ce qu'on recevait. Raphaël s'approcha et posa ses mains sur les épaules du garçon. « Ici, ce n'est pas comme ça. Ici, tu n'as pas besoin de prouver que tu mérites les choses. Elles sont à toi parce que tu es mon fils. » Le mot « fils » sortit naturellement pour la première fois et tous deux le réalisèrent. Léo leva les yeux, surpris, et Raphaël y vit quelque chose de nouveau. Un éclat, une espérance. « Je le suis. C'est ce que tu veux être, n'est-ce pas ?» Léo acquiesça, les yeux fixés sur les siens. « Alors c'est ce que tu es, » dit Raphaël, sentant la vérité de ces mots en les prononçant. « Mon fils. » Quelque chose changea après ce petit déjeuner. Une barrière invisible avait été franchie. Léo commença à appeler Raphaël « papa » au lieu de « monsieur Raphaël ». Ce n'étaient que quelques lettres, mais elles portèrent le poids d'un monde entier de signification. Cet après-midi-là, l'assistante sociale Clara revint pour la première visite formelle depuis le début de la procédure d'adoption. Elle observa la transformation de la chambre, parla avec Léo de l'école et avec Raphaël de la routine qu'ils établissaient.
Vous semblez bien vous adapter, commenta-t-elle satisfaite. Mais rappelez-vous, monsieur le roi, ce n'est que le début. Il y aura des défis plus difficiles à venir. Quel genre de défis? Demanda-t-il inquiet. Léo est encore dans la phase de lune de miel. Il veut plaire, il veut assurer sa place. Mais viendra le moment où il se sentira suffisamment en sécurité pour tester les limites, pour exprimer sa colère, pour remettre en question. Raphaël acquiesça, comprenant ce qu'elle voulait dire. C'est naturel. Cela fait partie du processus de construction de la confiance, continua Clara. Quand il réalisera qu'il peut être difficile, qu'il peut se tromper, qu'il peut être en colère, et qu'il sera quand même aimé et accepté, c'est là que l'adoption sera vraiment consolidée. Les mots de Clara résonnèrent dans l'esprit de Raphaël les jours suivants. Léo continuait d'être le garçon poli et serviable de toujours, mais Raphaël commença à remarquer de petits changements. Un commentaire plus spontané pendant le dîner, une demande pour regarder une émission à la télévision, un moment de joie plus expansive en jouant à la console. C'étaient de petits signes que Léo se permettait lentement d'être un enfant. Un samedi soir, alors qu'il regardait un film dans le salon, Léo s'endormit sur le canapé, la tête appuyée sur le bras de Raphaël. Avec précaution, il porta le garçon dans sa chambre, le couvrit et resta là quelques minutes, l'observant dormir. Sur le visage endormi, libéré de la tension constante que Léo portait éveillé, Raphaël pouvait voir l'enfant qu'il était vraiment. Pas l'adulte miniature, sérieux et contenu, mais un garçon de 9 ans, vulnérable, rêveur. En sortant de la chambre, il remarqua le cahier de dessin ouvert sur le bureau. Il s'approcha pour le fermer et ne put s'empêcher de voir le dernier dessin. 3 silhouettes se tenant la main. Un homme grand, un garçon et entre eux, une femme aux cheveux longs. En dessous, en écriture enfantine, était écrit « Ma famille ». Raphaël sentit ses yeux picoter. Julie était là, présente dans la mémoire de Léo, dans l'espace entre eux. Et peut-être que c'était ainsi que cela devait être. Non pas une absence douloureuse, mais une présence qui les unissait, qui donnait un sens à la nouvelle famille qu'il construisait. Il retourna au salon, prit son téléphone et regarda la photo de Julie qu'il gardait toujours comme fond d'écran. Son sourire, figé dans le temps, semblait différent maintenant. Ce n'était plus une accusation silencieuse de ce qu'il avait perdu, mais un rappel de ce qu'il avait trouvé. « Tu savais, n'est-ce pas ?» murmura-t-il à l'image. « Tu savais que nous avions besoin l'un de l'autre. » L'anniversaire de Léo approchait. Il ne restait qu'une semaine avant le jour où il aurait 10 ans, et Raphaël voulait que la date soit spéciale. Ce serait le premier anniversaire du garçon en tant que membre d'une famille, le premier à être célébré dans une maison, pas dans un foyer. « Comment aimerais-tu fêter ton anniversaire ?» demanda Raphaël pendant le petit déjeuner. Léo leva les yeux de son bol de céréales, surpris. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu de fête. » La réponse dite avec naturel frappa Raphaël comme un coup de poing. 10 ans, et aucune fête d'anniversaire. Aucun gâteau avec des bougies, aucun joyeux anniversaire, aucun paquet à déballer avec une joie enfantine. Alors nous devrons en faire une grande, décida Raphaël. Nous pouvons inviter tes nouveaux camarades de classe, les gens de mon travail, faire un énorme gâteau. Léo parut soudain alarmé. Une grande fête, avec beaucoup de monde. Raphaël réalisa son erreur. Léo luttait toujours avec la socialisation à l'école, se sentait toujours mal à l'aise avec les étrangers. Une fête bruyante serait plus un stress qu'une célébration. Ou nous pouvons faire quelque chose de plus petit, se corrigea-t-il rapidement. Juste nous deux, ou avec très peu d'invités. Ce que tu préfères. Léo se détendit visiblement. Ça pourrait être petit et on pourrait aller au zoo. Je n'y suis jamais allé. La demande si modeste fit sentir à Raphaël une vague de tendresse et de protection. Bien sûr que nous pouvons. Le zoo, un gâteau et après regarder n'importe quel film que tu veux. Et des cadeaux, bien sûr. Un petit sourire apparut sur les lèvres de Léo. Merci, papa. C'était encore étrange d'entendre ce mot adressé à lui. Papa, un titre qu'il n'avait jamais imaginé avoir, un rôle qu'il apprenait encore à jouer. Cette nuit-là, après que Léo fut endormi, Raphaël commença à planifier l'anniversaire. Il voulait que ce soit parfait, que cela marque le début d'une nouvelle phase pour le garçon. Il acheta des billets pour le zoo de Vincennes, commanda un gâteau au chocolat sur le thème des super-héros et passa des heures en ligne à chercher le cadeau idéal. Que donner à un enfant qui n'avait jamais rien eu? Quel genre de cadeau serait suffisamment significatif pour marquer cette date? Alors qu'il naviguait sur des sites de jouets, son regard tomba sur la photographie de Julie sur la table d'appoint.
C'était la même image que Léo gardait avec lui depuis le jour où ils s'étaient rencontrés, maintenant encadré et protégé. Et puis Raphaël eut une idée. Le lendemain, pendant que Léo était à l'école, il se rendit à l'ancien foyer. Madame Denise l'accueillit avec un sourire chaleureux, différent de la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. « Monsieur le roi, quel plaisir de vous voir. Comment va Léo ? » « Il s'adapte bien, répondit Raphaël. « En fait, je suis venu ici parce que j'ai besoin d'aide. Son anniversaire approche et je voulais... » Il expliqua son plan. Madame Denise écouta attentivement, les yeux se remplissant de larmes au fur et à mesure qu'il parlait. « C'est une idée merveilleuse, dit-elle. Je n'ai pas tout ce dont vous avez besoin, mais je sais qui peut vous aider. » Elle le conduisit à une petite salle à l'arrière du foyer, où une dame âgée organisait des vêtements donnés. « Sœur Thérèse, » appela Madame Denise, « voici Raphaël le roi, le père adoptif de notre Léo. » La dame le regarda par-dessus ses lunettes, l'évaluant avec des yeux perçants. « Alors c'est vous qui vous occupez de notre garçon, » dit-elle d'une voix étonnamment ferme pour son âge. « Julie parlait beaucoup de vous. » Raphaël sentit une piqûre dans la poitrine. « Vous avez connu mon épouse ?»« Oui, je l'ai connue, » répondit sœur Thérèse. « Elle venait ici toutes les semaines, parfois plus. Elle passait des heures avec Léo, lui lisait des histoires, lui apportait de petits cadeaux. » La vieille dame se leva avec une certaine difficulté et se dirigea vers une armoire dans le coin de la pièce. Elle en retira une boîte en carton et la posa sur la table. « Julie a laissé ceci ici. Pour Léo. Elle a dit qu'un jour il comprendrait. » Raphaël regarda la boîte, ressentant un mélange de curiosité et d'appréhension. « Qu'y a-t-il à l'intérieur ?»« Des souvenirs, » répondit la religieuse. « Des cadeaux qu'elle a achetés pour lui pour différents âges, des lettres qu'elle a écrites, des photos de petits trésors qu'ils ont partagés. Elle savait qu'il ne pourrait pas partir avec elle immédiatement, alors elle a créé cela, comme un morceau d'elle qu'il pourrait avoir en attendant. » Raphaël sentit sa gorge se serrer. Julie avait pensé à tout, s'était préparée pour s'assurer que Léo se sente aimé même en son absence. « Pourquoi ne le lui avez-vous jamais donné ?» Sœur Thérèse soupira. Elle a demandé que nous le gardions jusqu'à ce qu'il soit dans un foyer permanent. Elle a dit que ce serait trop douloureux pour lui de recevoir ses cadeaux alors qu'il attendait encore un foyer. Raphaël acquiesça, comprenant la logique. Il ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur, il y avait plusieurs paquets emballés, chacun avec une étiquette. « Pour quand tu auras 10 ans, pour quand tu seras triste, pour ton premier Noël à la maison. » Il y avait aussi un album de photographies, des lettres scellées avec des dates futures, et une pochette avec des dessins que Léo avait faits pour Julie. « C'est incroyable, » murmura-t-il, sentant ses yeux picoter. « Elle l'aimait vraiment. »« Oui, » confirma sœur Thérèse, comme s'il avait été le sien depuis toujours. Raphaël récupéra la boîte avec soin, comme s'il portait quelque chose de trop précieux pour être confié à des mains humaines. « Merci, cela signifiera beaucoup pour lui. » Le jour de l'anniversaire de Léo, le ciel se leva clair, sans nuages, parfait pour une sortie aux eaux. Raphaël entra dans la chambre du garçon, portant un petit cupcake avec une bougie allumée. « Joyeux anniversaire !» s'exclama-t-il, s'asseyant sur le bord du lit. Léo se réveilla, se frottant les yeux, et parut confus un instant. Puis il vit le cupcake, la bougie, et son visage s'illumina d'un sourire que Raphaël voyait rarement. « Pour moi ? Bien sûr, fais un vœu et souffle. » Léo ferma les yeux, réfléchit un instant, puis souffla la petite flamme. « Qu'as-tu demandé ?» demanda Raphaël, curieux. « Si je le dis, il ne se réalisera pas, » répondit le garçon avec un sérieux qui fit sourire Raphaël. La journée aux eaux fut parfaite. Léo, habituellement si contenu, montra une animation que Raphaël n'avait jamais vue auparavant. Il courait d'un enclos à l'autre, posait des questions sur les animaux, prenait des photos avec le téléphone portable qu'il avait reçu de Raphaël quelques semaines plus tôt. « Regarde, papa » appelait-il, pointant un tigre qui s'étirait au soleil. « Il est énorme !» Raphaël le suivait, ressentant un bonheur qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Voir Léo ainsi, agissant comme l'enfant qu'il était, sans peur, sans retenue, était comme assister à un petit miracle silencieux. En fin d'après-midi, ils rentrèrent à la maison. Raphaël avait préparé une petite célébration. Le gâteau commandé, quelques ballons et une table dressée avec soin. Marc vint, apportant un autre cadeau pour Léo. Claire apparut également avec un paquet enveloppé de papier coloré. Et à la surprise de Raphaël, Madame Denise et 2 enfants du foyer qui étaient proches de Léo vinrent aussi. Ce n'était pas une grande fête,
mais pour Léo, elle semblait parfaite. Ses yeux brillaient, pendant que tout le monde chantait « Joyeux anniversaire ». Et quand vint le moment d'ouvrir les cadeaux, son excitation à peine contenue était la chose la plus proche d'un enfant typique de 10 ans que Raphaël ait jamais vu. Marc donna à Léo un ensemble complet d'art, avec des crayons, des peintures, des pinceaux et du papier spécial. Claire apporta un vélo, ce qui fit écarquiller les yeux du garçon de surprise. Madame Denise et les enfants apportèrent un album personnalisé avec des photos et des messages de tout le monde au foyer. Enfin, Raphaël apporta son cadeau, la boîte qu'il avait récupérée au foyer, maintenant réemballée avec du papier cadeau. « Celui-ci est spécial », dit-il le tendant à Léo. « Il ne vient pas vraiment de moi. Il vient de Julie. » Léo le regarda avec des yeux écarquillés sans comprendre. « De... Madame Julie !» Raphaël acquiesça. « Elle a laissé ça pour toi, pour quand tu aurais un foyer permanent. » Avec des mains tremblantes, Léo commença à déballer le cadeau. Quand il ouvrit la boîte et vit le contenu, il resta immobile pendant plusieurs secondes. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, la voix presque un murmure. « Ce sont des cadeaux qu'elle a laissés pour toi pour différentes occasions. Des lettres, des photos, des souvenirs. Elle voulait que tu aies un morceau d'elle, même quand elle ne pourrait pas être là. » Léo sortit de la boîte le paquet marqué « Pour quand tu auras 10 ans ». Il l'ouvrit avec soin et trouva une petite montre argentée de celles qui s'ouvrent pour voir l'heure. À l'intérieur, il y avait une photo de Julie et une inscription « Pour que tu saches toujours que peu importe le temps qui passe, mon amour sera avec toi. » Les yeux du garçon se remplirent de larmes. Pour la première fois depuis que Raphaël l'avait connu, Léo pleura ouvertement, sans retenue, comme un enfant se permettant de ressentir pleinement. Raphaël s'agenouilla à côté de lui et l'étreignit, sentant les petits sanglots qui secouaient ce corps fragile. Les invités s'éloignèrent discrètement, leur donnant de l'intimité dans ce moment si intime et douloureux. « Elle a tout planifié », murmura Léo entre ses larmes. « Elle voulait vraiment que je sois son fils. »« Oui », confirma Raphaël, « et elle voulait que tu sois mon fils aussi. Et maintenant tu l'es. » Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti, Raphaël trouva Léo assis sur le balcon regardant la montre ouverte dans ses mains. « Je peux m'asseoir » demanda-t-il. Le garçon acquiesça, se déplaçant sur le côté. Ils restèrent silencieux quelques minutes, contemplant les lumières de la ville. « C'était un bon anniversaire ?» demanda Raphaël finalement. « Le meilleur » répondit Léo. Et puis après une pause, « Je n'avais jamais soufflé de bougie avant. » La simplicité de cette confession brisa quelque chose à l'intérieur de Raphaël. « Il y aura beaucoup d'autres bougies à souffler dans les années à venir. Je te le promets. » Léo se tourna vers lui, les yeux encore brillants de larmes, mais il y avait maintenant quelque chose de nouveau. Une confiance, une certitude. « Je sais. » Plus tard, quand il alla souhaiter bonne nuit à Léo, Raphaël le trouva dans son lit, entouré des cadeaux ouverts de la boîte de Julie. Il y avait des dessins éparpillés, des photos, de petits objets qui semblaient insignifiants pour toute autre personne, mais qui signifiaient clairement le monde pour ce garçon. « Elle a écrit des lettres pour moi, » dit Léo, montrant à Raphaël une enveloppe scellée avec l'inscription « Pour ton premier jour d'école dans une nouvelle école. » Pour tout. Raphaël s'assit sur le bord du lit, touchant avec révérence ces reliques que son épouse avait laissées. Elle voulait que tu saches que tu étais aimé, même quand elle ne serait plus là. Léo acquiesça, comprenant avec une maturité au-delà de ses années. « Elle est là, » dit-il, touchant sa poitrine. « Et maintenant, vous êtes là aussi. » Raphaël sentit ses yeux picoter. Il tendit la main et caressa les cheveux du garçon, un geste qui, quelques semaines auparavant, aurait été impensable, mais qui semblait maintenant naturel. Il est temps de dormir. Ce fut une grande journée. Léo rangea les trésors dans la boîte avec soin, comme un archéologue préservant des artefacts précieux. Il se coucha et tira la couverture jusqu'à son menton. « Papa ?»« Oui ?»« Merci de m'avoir trouvé. » Raphaël sourit, sentant un nœud dans la gorge. « Je crois que c'est toi qui m'as trouvé, Léo. » Quand il ferma la porte de la chambre, Raphaël resta dans le couloir quelques instants, ressentant un étrange mélange d'émotions. Gratitude envers Julie, pour avoir vu en Léo ce que lui-même ne voyait que maintenant. Tristesse qu'elle ne soit pas là pour témoigner de ce qu'ils étaient devenus. Et une joie profonde, inexplicable, d'avoir enfin trouvé un but au-delà du travail, au-delà de la routine vide dans laquelle il s'était enfoncé. Cette nuit-là, avant de dormir, Raphaël ouvrit le tiroir de la table de chevet,
et en retira l'alliance de mariage qu'il y avait gardée depuis le départ de Julie. Il regarda le cercle doré, symbole d'une promesse, d'une union qu'il croyait avoir été interrompue brusquement. Mais maintenant, il comprenait qu'elle n'avait pas été interrompue, elle s'était transformée. Julie restait présente, non comme une absence douloureuse, mais comme une force qui les avait unis, lui et Léo, d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Il remit l'alliance à son doigt, sentant le poids familier du métal contre sa peau. Ce n'était plus un symbole de perte, mais de continuité, d'une histoire qui n'avait pas pris fin mais avait simplement changé de cap. « Merci », murmura-t-il au silence de la chambre. Pour lui, pour tout. Et pour la première fois depuis longtemps, Raphaël dormit sans ressentir ce vide dans sa poitrine, cette sensation d'incomplétude qui l'accompagnait depuis le départ de Julie. Dans la chambre voisine, Léo dormait aussi, entouré des trésors d'un amour qui avait résisté au temps, à l'absence, et qui s'épanouissait maintenant de manière inattendue. Ils étaient enfin une famille, non pas celle qu'ils avaient planifiée ou espérée, mais celle qu'ils avaient trouvée au milieu de la douleur, au milieu de la perte, une nouvelle chance de guérison. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'anniversaire de Léo. L'automne était arrivé à Paris, apportant des jours plus courts et des nuits plus froides. Dans l'appartement en attique du 16e arrondissement, la transformation était visible. Ce qui était autrefois un espace élégant mais impersonnel montrait maintenant des signes clairs qu'un enfant y vivait. Des livres pour enfants sur l'étagère du salon, un vélo dans le coin du balcon, des dessins colorés accrochés avec des aimants sur le réfrigérateur. Raphaël, qui passait habituellement ses week-ends au bureau, consacrait désormais ce temps à Léo. Ils allaient au parc, au cinéma, visiter des musées. Parfois, ils restaient simplement à la maison, regardant des films ou jouant à la console. C'était une vie qu'il n'avait jamais imaginée pour lui-même, mais qu'il ne pouvait plus concevoir autrement. Ce samedi matin, Raphaël était dans la cuisine en train de préparer le café lorsqu'il entendit la sonnette. Il fut surpris, car il n'attendait personne. En ouvrant la porte, il trouva l'assistante sociale Clara Dubois, avec sa pochette habituelle et un sourire discret. « Bonjour, Monsieur Leroy, j'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, » répondit Raphaël, bien qu'il ressentît une pointe d'appréhension. « Entrez, je vous en prie. » Clara s'assit sur le canapé du salon tandis que Raphaël lui offrait du café qu'elle accepta. « Léo est là? Il est dans sa chambre. Il dessine. Voulez-vous que je l'appelle? » Dans un instant. « D'abord, j'aimerais m'entretenir avec vous. » Raphaël acquiesça, essayant de cacher son inquiétude. Les visites de Clara étaient devenues moins fréquentes ces derniers mois, à mesure que le processus d'adoption avançait. Qu'est-ce qui l'avait amené ici, un samedi matin sans préavis? Un problème avec le processus? Demanda-t-il, incapable de contenir son inquiétude. Clara sourit, rassurante. Au contraire, c'est pour cela que je suis là. Le processus est terminé, Monsieur Leroy. Le juge a signé l'ordonnance hier après-midi. Léo est officiellement votre fils. La nouvelle frappa Raphaël comme une vague. Il savait que ce moment arriverait. Il travaillait pour cela depuis des mois, mais la concrétisation était différente de tout ce qu'il avait imaginé. Une émotion profonde l'envahit, le laissant sans voix. « Je sais que c'est une nouvelle importante », continua Clara, interprétant son silence. « C'est pourquoi j'ai voulu vous l'apporter personnellement. Et aussi parce que j'ai quelque chose pour vous. » Elle ouvrit sa pochette et en retira une grande enveloppe scellée. « Ce sont les documents officiels. Le nouvel acte de naissance de Léo maintenant avec votre nom de famille et tous les papiers qui prouvent à l'adoption plénière, irrévocable et définitive. » Raphaël prit l'enveloppe avec des mains qui tremblaient légèrement. Irrévocable, définitive. Des mots qui portèrent le poids d'une responsabilité énorme, mais aussi la promesse d'une joie qu'il commençait à peine à comprendre. « Léo est au courant ?» demanda-t-il. « Non, j'ai pensé que vous aimeriez le lui annoncer. » Raphaël acquiesça, sentant un nœud dans la gorge. « Merci. Pour tout. Pour le travail, pour la patience, pour avoir cru que cela pouvait marcher. » Clara sourit plus largement cette fois. « Ce fut un plaisir de suivre cette histoire, Monsieur Leroy. Nous n'avons pas toujours des fins heureuses dans notre travail. C'est réconfortant d'en être témoin. » Lorsque Clara partit, Raphaël resta dans le salon, regardant l'enveloppe dans ses mains. À l'intérieur se trouvait la confirmation officielle de ce que son cœur savait déjà. Pierre était son fils. Pas temporairement, pas provisoirement, mais pour toujours. Il se dirigea vers la chambre du garçon et frappa légèrement à la porte. « Entre !»
répondit la voix de Pierre. Raphaël ouvrit la porte et trouva le garçon assis à son bureau, concentré sur un dessin. La chambre, autrefois si impersonnelle, débordait désormais de personnalité. Les murs, jadis blancs, étaient colorés de dessins. L'étagère était pleine de livres, de jeux et de petits trésors que Pierre avait collectionnés ces derniers mois. Sur la table de chevet, dans un cadre photo en argent, se trouvait la photographie de Juliane, celle-là même que Pierre portait le jour de leur rencontre. « Est-ce que je te dérange ?» demanda Raphaël. Pierre leva les yeux de son dessin et sourit, un sourire sincère, plus ce geste contenu et prudent du début. « Non, je finis juste un dessin pour le cours d'art plastique. » Raphaël s'assit au bord du lit, sentant son cœur s'accélérer. Comment annoncer cette nouvelle? Comment exprimer ce que cela signifiait? « Pierre, il faut qu'on parle. » commença-t-il, s'efforçant de garder une voix ferme. Immédiatement, il vit le sourire disparaître du visage du garçon, remplacé par une expression d'appréhension. Il y avait encore des moments comme ça, où la peur du rejet revenait, où Pierre semblait s'attendre à ce que tout lui soit arraché à tout instant. « C'est une bonne chose. » Oui, assura Raphaël rapidement. « Une très bonne chose, en fait. » Pierre se détendit un peu, mais restait prudent. Béatrice est passée. Continua Raphaël. Elle a apporté une nouvelle. Le juge a signé les papiers d'adoption. Tout est prêt. Tout est officiel. Tu es, légalement et à tous égards, mon fils. Les yeux de Pierre s'écarquillèrent, absorbant l'information. Ça veut dire que c'est pour toujours, Pierre. Il n'y a plus de procédure, plus de période d'adaptation, plus de possibilités de revenir en arrière. Tu es un Dubois maintenant. Pierre Dubois. Le garçon resta immobile pendant quelques secondes, comme s'il traitait la magnitude de ces mots. Puis, lentement, son visage se transforma. Ses yeux se remplirent de larmes et un sourire, le plus grand et le plus éclatant que Raphaël ait jamais vu, illumina ses traits. « Pour toujours ?» répéta-t-il comme s'il savourait les mots. « Genre, vraiment pour toujours ?»« Vraiment pour toujours », confirma Raphaël, sentant ses propres yeux lui piquer. Rien ni personne ne peut changer ça maintenant. Pierre se leva de sa chaise, fit 2 pas hésitants vers Raphaël, puis, comme si un barrage avait cédé, il se jeta dans ses bras avec une force qui faillit les faire basculer hors du lit. Raphaël le serra contre lui, sentant le petit corps trembler. Non pas de peur ou de tristesse, mais d'un bonheur si intense qu'il ne pouvait être contenu. C'était comme si, enfin, Pierre s'autorisait à croire complètement, sans réserve, qu'il avait trouvé un foyer. « Je croyais », murmura le garçon contre l'épaule de Raphaël. « Je croyais que tu allais peut-être abandonner. » Raphaël l'écarta doucement pour le regarder dans les yeux. « Jamais. Je n'ai jamais pensé à abandonner, pas une seule seconde. » C'était la vérité. Depuis cette première nuit à l'hôtel, quand Pierre était sur le point de s'enfuir, Raphaël avait fait un choix, même s'il n'en comprenait pas totalement la signification à l'époque. Le choix de ne pas l'abandonner, de ne pas renoncer, d'être le père que Pierre méritait, même sans savoir exactement comment. « Il faut fêter ça », décida Raphaël. « Qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui ?» Pierre réfléchit un instant, essuyant ses larmes avec la manche de son t-shirt. « On peut aller à la plage ?» demanda-t-il plein d'espoir. « Je n'ai jamais vu la mer. » Raphaël sourit. Bien sûr que Pierre n'avait jamais vu la mer. Il y avait tant de premières fois à vivre ensemble. Bien sûr que oui. On va à Santos. C'est à peine 1 heure d'ici. L'enthousiasme de Pierre était contagieux. En quelques minutes, il était prêt, sac à dos attendant avec impatience à la porte. Sur le chemin de Santos, il ne cessait de parler, posant des questions sur la mer, sur les poissons, sur la sensation du sable sous ses pieds. C'était comme si toutes les paroles qu'il avait retenues pendant les premiers mois s'écoulaient désormais librement. Quand ils arrivèrent enfin à la plage et que Pierre vit l'océan pour la première fois, son expression fut celle de la pure stupéfaction. Il resta immobile pendant plusieurs minutes, observant simplement les vagues se briser sur le sable, l'horizon infini où le ciel et la mer se rencontraient. « C'est tellement grand », murmura-t-il émerveillé. « Plus grand que ce que j'imaginais. » Raphaël l'observait, sentant un bonheur tranquille se répandre en lui. Comment était-il possible que ce garçon qui avait tant affronté dans sa courte vie parvienne encore à s'émerveiller ainsi, à trouver encore de la joie dans les choses les plus simples? Ils passèrent la journée à la plage. Pierre construisit des châteaux de sable, entra dans la mer avec prudence, d'abord juste les pieds, puis petit à petit, jusqu'à ce qu'il nage avec l'aide de Raphaël. Ils rirent, jouèrent au ballon, mangèrent des glaces.
C'était comme s'il rattrapait tous les jours d'enfance que Pierre n'avait pas eus, toutes les expériences normales qui lui avaient été refusées. En fin d'après-midi, ils s'assirent sur le sable pour regarder le coucher du soleil. Pierre était épuisé mais radieux, la peau légèrement rougie par le soleil, les cheveux ébouriffés par le vent. « C'était le plus beau jour de ma vie », déclara-t-il, avec cette sincérité absolue que seuls les enfants possèdent. Raphaël sourit, passant son bras autour des épaules de son fils. « Nous aurons beaucoup d'autres jours encore meilleurs, je te le promets. » Ils rentrèrent tard dans la nuit. Pierre s'endormit dans la voiture, la tête appuyée contre la vitre, un petit sourire flottant encore sur ses lèvres. Raphaël conduisait en silence, jetant occasionnellement un regard au garçon endormi à côté de lui. Comment était-il possible qu'il y ait moins de 6 mois? Ils ne se connaissaient même pas. Comment pouvait-il sentir que Pierre avait toujours fait partie de sa vie? Comme s'il y avait eu un espace en lui qui attendait tout ce temps d'être rempli exactement par ce garçon. Arrivé à la maison, Raphaël porta Pierre, toujours endormi, jusqu'à son lit. Il lui retira ses chaussures, le couvrit et resta là un instant, l'observant simplement dormir. Sur son visage détendu par le sommeil, il pouvait voir les traits de l'homme que Pierre deviendrait un jour. Fort, résilient, capable d'une grande gentillesse, malgré les difficultés qu'il avait traversées. Avant de quitter la chambre, ses yeux se posèrent sur la photographie de Juliane. Son sourire figé dans le temps semblait différent maintenant. Il y avait là une approbation silencieuse, comme si elle disait « Tu as réussi. Nous avons réussi. » De retour dans le salon, Raphaël regarda autour de lui, l'appartement qui était désormais un foyer. Il voyait les signes de la présence de Pierre à chaque coin. Les petites chaussures près de la porte, la veste accrochée au porte-manteau, les livres d'école sur la table. 2 petites traces d'une vie qui était maintenant irrémédiablement entrelacée à la sienne. Il se dirigea vers le balcon, l'endroit préféré de Juliane, où elle s'asseyait souvent avec un livre et un verre de vin pour regarder le coucher du soleil. La ville brillait en contrebas, des millions de lumières dans l'obscurité. Quelque part dans cette immensité, des années auparavant, un garçon était né, avait été abandonné, avait survécu. Et maintenant, par un hasard, par choix, par destin, il ne savait pas dire, ce garçon était son fils. Le lendemain, quand Pierre se réveilla, il trouva Raphaël dans la cuisine, préparant des crêpes. L'odeur sucrée emplissait l'air, se mêlant à l'arôme du café fraîchement moulu. « Bonjour », dit le garçon, se frottant les yeux encore endormis. Raphaël se retourna et sourit. « Bonjour, marmotte. Je croyais que tu allais dormir toute la journée. » Oh de baie. Pierre s'assit à table, observant Raphaël placer une assiette de crêpes devant lui. « Merci, papa, » dit-il, puis comme s'il venait de se souvenir de quelque chose d'important. « C'est vrai, hein? Ce n'était pas un rêve. » Raphaël lui ébouriffa les cheveux avec affection. « Ce n'était pas un rêve, c'est vrai. » Tout est vrai. Ils mangèrent dans un silence confortable. Le genre de silence qui n'existe qu'entre des personnes qui se sentent complètement à l'aise l'une avec l'autre. Après le petit déjeuner, Pierre alla dans sa chambre et revint avec un paquet dans les mains. « J'ai fait ça pour toi, » dit-il le tendant à Raphaël. « J'allais le donner pour la fête des pères, mais je veux te le donner maintenant. » Raphaël accepta le paquet, surpris. C'était quelque chose enveloppé dans du papier craft, clairement fait par Pierre lui-même. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvre !» encouragea le garçon, avec un mélange d'anxiété et de fierté. Raphaël déballa le cadeau avec soin. C'était un tableau, réalisé avec la technique de collage que Pierre apprenait en cours d'art plastique. Au centre, il y avait une photographie que Raphaël reconnut. C'était celle que Clara avait prise d'eux au bureau, lorsque Pierre était venu visiter pour la première fois. Autour, il y avait des dessins faits à la main, de petits détails qui racontèrent leur histoire. Le cimetière où ils s'étaient rencontrés, l'hôtel où ils avaient passé la première nuit, le zoo où ils avaient fêté l'anniversaire. Et en lettres colorées en haut, « Ma famille ». Raphaël sentit l'émotion monter dans sa gorge, l'étouffant presque. « Pierre, c'est magnifique. Tu aimes vraiment ?» demanda le garçon anxieux. « J'adore. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Pierre sourit soulagé et fier. « La maîtresse a dit que je devais raconter une histoire importante pour moi, et c'est la plus importante. » Raphaël posa le tableau sur la table et ouvrit les bras. Pierre n'hésita pas, comme il l'aurait fait des mois auparavant. Il courut vers l'étreinte, s'y nichant parfaitement, comme si c'était l'endroit auquel il avait toujours appartenu.
Tu sais ce que Madame Juliane m'a dit une fois ?» demanda Pierre, sa voix étouffée contre la poitrine de Raphaël. « Quoi ? Que parfois les familles ne sont pas celles dans lesquelles on est, mais celles qu'on trouve en chemin. » Raphaël sentit ses yeux lui piquer. C'était exactement quelque chose que Juliane aurait dit, quelque chose en quoi elle croyait profondément. « Elle avait raison, » répondit-il la voix nouée. « Tellement raison. » Cet après-midi-là, ils s'assirent ensemble sur le balcon. Raphaël travaillant sur son ordinateur portable, Pierre dessinant dans son cahier. C'était une scène domestique ordinaire, de celles qui se déroulent dans des milliers de foyers tous les jours. Mais pour eux, cela représentait quelque chose d'extraordinaire, la normalité qu'ils n'avaient jamais eue, la routine paisible d'une famille. « Papa ?» appela Pierre sans lever les yeux de son dessin. « Oui. Tu crois que Madame Juliane nous regarde maintenant ?» De quelque part, Raphaël regarda le ciel, les nuages qui passaient lentement. C'était une question qu'il s'était lui-même posée de nombreuses fois dans les mois qui avaient suivi son départ. « Je crois que oui, » répondit-il avec sincérité. « Je crois qu'elle nous a guidés jusqu'ici, que d'une certaine manière, elle savait que nous avions besoin l'un de l'autre. » Pierre sourit, satisfait de la réponse. « Moi aussi, je crois. » Ils retournèrent au silence confortable, chacun perdu dans ses propres pensées, mais connectés par un lien invisible et indestructible. Dehors, São Paulo continuait son rythme effréné, imparable, mais à l'intérieur de cet appartement, dans le petit monde qu'ils avaient créé ensemble, il y avait la paix. Et c'est ainsi que Raphaël Dubois, l'architecte qui s'était perdu dans le travail pour ne pas affronter la douleur de la perte, et Pierre Oliveira Dubois, le garçon qui avait attendu toute sa vie que quelqu'un le choisisse, apprirent que parfois les familles ne sont pas formées par le sang, ni par des papiers légaux, mais par le choix quotidien de rester, d'aimer, de construire quelque chose ensemble, à partir des ruines de ce qui a été perdu. Un choix qui, au bout du compte, les a sauvés tous les deux. Fin de l'histoire, chers auditeurs. Nous espérons que l'histoire de Raphaël et Pierre a touché vos cœurs. Pour suivre ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Retrouvez-la ici en cliquant à gauche. Si cette narration vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un pouce bleu sur la vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et les liens qui nous unissent. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà vécu ou été témoin d'une histoire d'amour inconditionnel comme celle-ci. Nous sommes impatients de lire vos expériences.